Est-ce que même les ingénieurs logiciels vont être remplacés par l'intelligence artificielle? Est-ce que dans 2 ans, quand j'aurai mon master en informatique, je serai obsolète et je servirai plus à rien parce que l'IA fera mon job à ma place? Alors probablement pas, mais on peut se poser la question au vu de la vitesse à laquelle le domaine avance. Et il y a 2 jours, il y a une équipe de l'université de Princeton, Princeton NLP, donc un laboratoire de traitement du langage, Natural Language Processing, qui a publié un modèle open source qui permet de résoudre des problèmes d'ingénierie logicielle et qui est aussi performant qu'un modèle propriétaire, c'est-à-dire fermé, qui a été publié il y a à peu près un mois. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien c'est important pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est impressionnant de voir que dans certains cas, l'IA est capable de résoudre elle-même de A à Z un bug qui est reporté sur un tracker de bugs. Donc dans ces cas-là, bon, c'est seulement 12% des cas, mais c'est quand même quelque chose de voir que dans 12% des cas, le modèle qu'ils ont développé, il est capable d'aller voir un rapport de bug, de lire la description du rapport de bug, de comprendre quel est le problème, d'aller voir les différents fichiers qui sont dans le projet, de trouver les fichiers où le problème se trouve probablement, de lire ces fichiers, de trouver l'endroit d'où vient le problème, d'essayer de faire des modifications, de faire des tests pour voir si les modifications ont fonctionné, et ensuite de valider la solution. Donc c'est une grosse avancée par rapport aux outils qu'on avait aujourd'hui, qui étaient basés sur l'IA, mais qui étaient plutôt de l'assistance pour les programmeurs à un endroit spécifique du projet. C'est-à-dire que quand on est en train de coder, jusqu'à présent, les outils ils nous permettaient de dire ah bah cette partie du code, je voudrais que tu m'écrives une petite fonction qui fait ça, ou je voudrais que ce passage-là, tu le transformes pour qu'il fasse ça à la place. Mais c'était une instruction spécifique sur un endroit spécifique du code. Alors que là, on est sur un processus qui est plus de bout en bout, où où l'agent du coup va pouvoir effectuer une série d'actions et pas seulement une action qu'on lui dit. On lui donne un problème et il trouve la bonne série d'actions pour le résoudre. Donc encore une fois, on n'est qu'à 12% sur le benchmark qu'ils ont testé, donc 12% des problèmes qu'ils ont soumis au modèle qui pouvaient être résolus sans intervention humaine. Donc on n'est pas du tout au niveau d'un programmeur professionnel qui connaît son boulot, mais ça avance assez vite. Et on voit aussi que cette structure qu'ils ont développée, du coup chez Princeton NLP, elle arrive à faire beaucoup mieux que des modèles de langage généralistes qui sont testés pour la même tâche. Du coup, comment est-ce qu'ils font ça? Eh ben déjà ici, ils nous disent un petit peu que, en gros, les approches qui avaient été testées avant de directement connecter un modèle de langage à un terminal, c'est-à-dire à une interface en ligne de commande, eh ben ça marche assez mal, probablement parce qu'il y a trop de complexité, il y a trop de possibilités, et donc c'est plus difficile de choisir quelle action faire. Mais par contre, en concevant une interface simplifiée, c'est-à-dire en offrant au modèle seulement quelques options, c'est-à-dire en offrant au modèle seulement quelques actions qu'il peut faire, par exemple faire une recherche de texte dans les fichiers, ouvrir tel fichier, le modifier ou exécuter un morceau de code, ça réduit les possibilités et ça rend ça plus abordable pour le modèle, et donc ils arrivent à avoir des bien meilleures performances en faisant comme ça. Donc c'est ça qu'ils nous disent ici, et on peut avoir un peu plus de détails si on va voir du côté de la page GitHub, donc là où il y a le code source du projet. Voyons voir. Du coup, ici, on a une description un petit peu plus détaillée de comment ça marche. Ici, ils nous disent qu'ils ont dû adapter du coup l'interface qu'ils offrent au modèle. Quand on a des modèles de langage traditionnels, il faut faire ce qu'on appelle du prompt engineering, c'est-à-dire travailler la question qu'on va poser au modèle. Bah là, c'est un petit peu dans la même veine. Ils travaillent l'interface en gros qu'ils offrent au modèle pour agir et pour faire des actions, en offrant ce qu'ils disent ACI, donc Agent Computer Interface. C'est ce que j'ai dit, ils développent une interface simplifiée pour permettre au modèle d'agir plus simplement sur le projet. Ils ajoutent aussi quelques fonctionnalités qui permettent de vérifier que le code que génère le modèle est correct et de l'accepter seulement s'il est syntactiquement correct. Ils lui donnent une façon simplifiée de visualiser des fichiers morceau par morceau. Et il lui donne des commandes aussi simplifiées pour chercher des morceaux de texte à travers le répertoire du projet, etc. Donc c'est comme ça, entre autres, qu'ils arrivent à avoir des bonnes performances. Mais il faut faire attention parce que une des choses qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous disent que c'est un modèle open source, mais en fait la structure qui permet de faire ces adaptations, donc ce que je viens de décrire, elle est open source et elle est disponible sur cette page. Mais par contre, le modèle de langage qui est utilisé derrière, c'est un modèle qui est propriétaire, qui est fermé, c'est GPT-4, donc c'est pas complètement open source. C'est souvent quelque chose auquel il faut faire attention dans le domaine de l'IA. On peut dire open source et ça veut souvent dire des choses assez différentes en fonction du contexte. Donc là, on a effectivement l'habillage qui crée l'agent qui est open source, mais le modèle de langage qui est utilisé derrière pour faire le vrai travail, disons, enfin en tout cas une bonne partie du travail, il est fermé. Et donc ces performances qu'on voit, je vous ai parlé de 12%, c'est sur un benchmark qui s'appelle SWE Bench, donc Software Engineering Bench, j'imagine. Et je ne sais pas exactement comment il fonctionne, j'imagine que c'est un ensemble de
de tests avec des... D'accord, voilà, c'est un ensemble de problèmes, donc des bugs en gros. Et le modèle, il a du coup un bug avec une description et une base de code avec le code où se trouve ce problème. Et donc ce benchmark, c'est un ensemble de bases de données de code et de problèmes qui correspondent. Et l'objectif, quand on fait des tests sur ce benchmark, c'est d'avoir un modèle qui va résoudre le plus des problèmes possibles. Donc c'est à peu près à ça que ça correspond. Quand on voit le 12% ici, ça va être en gros 12% des problèmes de ce benchmark qui arrivent à être résolus par ce modèle-là. Donc comme je le disais, c'est important déjà non seulement parce que ça montre qu'on a des outils qui peuvent avoir un petit peu plus d'autonomie maintenant, qui peuvent faire une série d'actions plutôt que seulement une action qu'on leur donne, qui peuvent un peu raisonner pour savoir quelle est la bonne série d'actions pour résoudre un problème. Donc ça c'est déjà intéressant. Et puis aussi, comme ils le disent juste ici, c'est intéressant de voir que on a pu avoir des résultats similaires en moins de 30 jours, parce qu'il y avait un modèle qui s'appelait Devin, qui avait été publié il y a peu de temps, mais qui était un modèle fermé, propriétaire, tout était fermé en l'occurrence. Et là, du coup, il y a des chercheurs de Princeton qui ont réussi à reproduire ça et avoir des performances tout aussi bonnes en très peu de temps. Donc on voit que la communauté est dynamique et que ça avance, et c'est entre guillemets une bonne nouvelle pour les partisans des modèles d'IA open source, parce que du coup on est capable d'être au coude à coude entre guillemets entre l'open source et les modèles fermés. Mais du coup ça pose la question de quand on voit la vitesse à laquelle les modèles d'IA évoluent, et ben quelle place il va rester finalement pour les humains à la fin, et en l'occurrence là pour les ingénieurs logiciels. Imaginons que voilà on est passé de quelques pourcents à 12% en à peine quelques semaines ou quelques mois. Et ben qu'est-ce que ça annonce pour le futur? Quand est-ce qu'on arrivera à 50%, à 80%, et avec quel niveau de qualité, etc. Quel type de tâches vont pouvoir être faites? C'est une question qui est intéressante et qui est ouverte, mais il y en a qui disent que potentiellement l'arrivée des outils d'intelligence artificielle, ça va transformer le rôle des ingénieurs logiciels, mais ça va pas les mettre au chômage, parce que ça va potentiellement permettre de monter d'un niveau d'abstraction, d'aller plus vite, de gérer plus de complexité, et de plus avoir besoin d'être autant dans le détail de tel morceau de code, de telle syntaxe, mais de pouvoir traiter des blocs de code plus gros et de dire voilà, moi j'ai envie de structurer ça comme ça, j'ai envie de faire des architectures qui vont être plus complexes, résoudre des problèmes plus importants, et les outils d'intelligence artificielle vont développer plusieurs blocs un peu plus petits de façon plus autonome, sans qu'on ait besoin de mettre autant les mains dans le cambouis. Donc il y en a qui disent que ça pourrait transformer comme ça la pratique du métier, et c'est déjà en partie le cas avec les outils que je mentionnais qui permettent d'écrire des morceaux de code pour nous et de les transformer, de les refactoriser, etc. Donc c'est plutôt dans cette direction-là que ça va, a priori, mais ce sera intéressant de garder un œil sur comment ça évolue, parce que ça évolue très vite, et ça fait bouger pas mal de choses. Et ici, on a des gens qui commentent sur cette nouvelle, qui disent c'est intéressant de voir que maintenant on a un nouveau champ de recherche qui peut peut-être s'ouvrir, c'est l'interaction entre les modèles de langage ou les modèles d'intelligence artificielle et leur environnement. Donc l'idée de dire comment est-ce qu'on conçoit une interface qui leur permet d'agir de la meilleure façon sur leur environnement, ou de comprendre de la meilleure façon, donc leur donner un petit peu des façons simplifiées ou mieux adaptées pour que les modèles d'IA puissent comprendre ce qui se passe autour d'eux. C'est ce que ce modèle a fait avec l'interface simplifiée pour interagir avec l'environnement de code, mais ça peut s'élargir et on pourrait étendre cette idée à d'autres domaines. Donc c'est aussi un truc à regarder, comment est-ce que cette idée-là prend ou bien ne prend pas. Donc je pense pas qu'on soit tous au chômage d'ici demain, mais pour ça il faut continuer à apprendre et continuer à garder un œil là-dessus. Donc moi je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, et si vous voulez justement savoir mieux apprendre à apprendre, vous pouvez regarder sur mon site web. Je viens de publier une page web où j'explique toute ma méthode pour apprendre des nouveaux sujets de façon super efficiente, en passant le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats. Je vous mets le lien juste en description, et il y a aussi mon canal Telegram sur lequel vous pouvez venir pour discuter avec moi et avoir des nouvelles un petit peu plus spontanées, et on peut répondre à nos questions mutuellement et se motiver. Donc je vous retrouve là-bas, et à bientôt!